Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et les sénateurs conduits par le président, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, épicentre des discussions, la situation sécuritaire dans les zones menacées par les groupes armés, également les contours à cerner et à améliorer dans le projet de développement de 145 territoires. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement au Nord Kivu et en Ituri, les deux provinces en état de siège, était évoquée au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il se met aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements. Donc, c'est-à-dire on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Et je l'ai promis, je vais, dans les jours qui viennent, réunir un parterre de représentants du peuple d'Ituri au Sénat, à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, ensemble avec les officiers supérieurs de l'armée ainsi que d'autres autorités pour voir ensemble ce que nous pouvons donner comme suite à cet état de siège. Car chaque jour qui passe et qui compte son lot de morts, d'innocents, qu'on tue comme ça par une violence gratuite, c'est pour moi un jour de torture à chaque fois. Il faut qu'ensemble on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile et gratuitement violente. Au chapitre du développement de la RDC à partir de la base, le président de la République a indiqué que le programme de 145 territoires sera bientôt implanté et connaîtra sa vitesse de croisière. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le programme des 145 territoires. Et là, pour dire que dans les jours qui viennent, il va vraiment connaître, il va atteindre sa vitesse de croisière. Je crois qu'on pourra maintenant l'implémenter parce qu'il fallait mettre en place toutes les structures nécessaires, surtout le financement. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Il faudrait que, ensemble avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre détournement de fonds ou ralentissement des travaux, parce que je souhaiterais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Conscients de l'enjeu, les sénateurs sont engagés à accompagner le président de la République dans la recherche des solutions susceptibles de mettre un terme à l'insécurité dans l'est du territoire national. La cérémonie s'est terminée par une séance de photos, tour à tour, les sénateurs avec le président de la République.
Eh bien, l'équipe mixte de présidence kenyane et de la RD Congo a entamé des séances de sensibilisation à l'est de la République dans certaines supposées bastions de groupes armés. Ces sensibilisations ont démarré par la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, et ce, en prévision des prochaines négociations entre les différentes fractions de la crise à l'est de la RD Congo. Commentaire de nos confrères de la presse présidentielle, encore une fois de plus. Nous suivons déjà maintenant depuis un mois et demi le démarrage de ce processus de Nairobi. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est pour joindre la parole à l'acte que l'équipe mixte de la présidence de la République démocratique du Congo et celle du Kenya ont entamé une tournée de sensibilisation dans les provinces de l'Est de la République, bastion des groupes armés pour préparer les prochains rounds des consultations de paix et les troisièmes conclaves de chefs d'État à Nairobi. À l'étape de Goma, le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangu, et l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafu, ont longuement échangé avec les leaders des communautés locales et le représentant des groupes armés parce qu'il est clairement établi qu'il y a une connivence entre les combattants armés et leur communauté ethnique. Les leaders Hutu, Hunde, Tembo, Nyanga, Nande et Tutsi ont expliqué les raisons qui ont poussé leurs fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop, nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Et le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les FARDC ne sont pas en mesure de les traquer, mais l'initiative du chef de l'État, c'est de voir comment tous ces jeunes gens, ils sont issus des communautés. Et donc, si on y allait avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes et que quand même on les intègre dans des projets et pas les enrôler dans l'armée. Nous, en tant que leaders de la communauté, nous n'avons qu'un seul message. La communauté Hutu soutient les efforts du chef de l'État qui se bat nuit et jour pour que le Nord Kivu ait la paix. Un appel. Autre chose à présent, les désamours entre Adolphe Muzito et Martin Fayoulou, deux ténors du bloc patriotique et de la plateforme, qui dirige actuellement, ne sera pas à l'ordre du jour et ne serait pas en évidence selon Devos Kitoko Mulenda, secrétaire général du parti de Martin Fayoulou, les CID. Il est au Devos Kitoko par ailleurs, l'alliance peut se faire sans pour autant empiéter sur la liberté de chaque leader politique. Seulement, Adolphe Muzito n'a pas encore officiellement quitté les blocs suivants. Une question bien posée contient à son sein la moitié de sa réponse. Le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, avait initié une feuille de route pour conduire le pays vers des élections crédibles, des élections transparentes, impartiales et apaisées. Cette feuille de route était contenue dans sa proposition de sortie de crise. Malheureusement, la démarche n'a pas été prise en compte par ceux qui gouvernent la République par défi. Et aujourd'hui, l'État nous rattrape. Est-ce que le commandant du peuple peut être satisfait à ce stade de par la nature de son combat? Je crois qu'en d'autres termes, en quelque sorte, il doit se sentir réconforté. Pas satisfait, mais réconforté. Parce qu'il y a un temps, quand nous étions à Lamouka, avec tous les autres composantes, nous étions subdivisés en deux groupes. Le premier groupe demandait les réformes extra-parlementaires. C'est notre groupe de ce que nous avons, ce que nous qualifions toujours de résistants. Donc Adolphe Muzito et Martin Fayoulou. Il y avait l'autre aile
au sein de la Mouka, à l'époque toujours, un autre groupe qui était piloté par le président Jean-Pierre Bemba et le président Moïse, qui pensait qu'on devait aller avec les réformes au sein de l'Assemblée nationale. Et finalement, vous avez vu que la suite des choses a fait que les deux sont allés au sein des institutions pour continuer avec les réformes, et les autres ont continué à réclamer des réformes extra-institutionnelles. Maintenant, plusieurs mois après, une année après, où sommes-nous? Les gens sont en train de sortir de l'Assemblée nationale un après l'autre, parce qu'ils se sont rendus compte que les degrés d'illégitimité, l'affairisme qui caractérise l'Assemblée nationale ne permet pas de discuter avec beaucoup de crédibilité les questions d'intérêt national. Voilà pourquoi aujourd'hui les fronts qui réclament les réformes institutionnelles extra-parlementaires, ce front est en train de se renforcer chaque jour. Et vous allez constater que depuis une semaine, l'Assemblée nationale est restée monolithique, donc uniquement avec les députés de l'Union sacrée. Les Quinois se souviennent encore de la date du 20 mai, surtout durant les années des gloires, du moboutisme, l'anniversaire de la création du MPR et tout sauf anodine, 55 ans après. Reportage de Bika Kamene et Chomen Kassiam. Du feu président Maréchal Mobutu, paix à son âme, parce que c'est le 20 mai 1967 que le président Mobutu avait créé le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, parti État. Il n'y avait qu'un seul parti à cette époque. À cette époque-là, le maréchal était tout feu, tout flamme. Donc chaque le 20 mai, les gens fêtaient. En partant, c'est prononcer le meeting, les gens buvaient, dansaient, faisaient les éloges au président de la République. Voilà, j'imagine à cette époque-là. On ne travaillait pas, on était à la maison, peut-être sur le meeting. Pour aujourd'hui, c'est la nostalgie, hein, c'est déjà passé. Qui va faire encore de quel pareil anniversaire, parce que la personne initiatrice de ces mouvements-là n'est plus. Le voyage de Mobutu en Chine, il a voulu faire de ces partis un mouvement de masse. Et l'image du MPR parti-État, ce que nous gardons, c'était l'image d'un parti autoritaire, hein, d'un parti dictatorial, d'un parti qui a imposé une conception unique de la société dans notre pays, un parti qui a refusé la contradiction dans tous les domaines, que ce soit politique, syndical, social. Nous savions que tous ceux qui avançaient un avis contraire étaient pourchassés, arrêtés, torturés, maltraités et certains même tués. Nous connaissons tous l'histoire de l'IDPS qui est venu justement contrecarrer cette conception monolithique de la société. Hein. Au ministère de Mines et Affaires sociales, Action humanitaire est intervenue la cérémonie des signatures des arrêtés interministériels signés par la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambayi et le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire Modeste Mutinga pour la mise en place des organismes spécialisés de gestion et de la matérialisation d'octroi des 3% par les entreprises minières dans le but de couvrir les 12 projets de développement communautaire. Alain Nouka pour ce reportage. Les ministères des Mines et celui des Affaires sociales et Action humanitaire, respectivement par l'entremise de la ministre Antoinette Samba Kalambayi et du ministre Modeste Mutinga, ont procédé jeudi 19 mai à la signature des arrêtés interministériels pour la mise en place des organismes spécialisés de 12 projets miniers pilotes sur la réalisation des projets de développement communautaire à la base où l'on exploite les minerais. Dans ces arrêtés interministériels, il a été dit clairement que les entreprises minières en RDC versent
chacune 0,3% de leur chiffre d'affaires et sont appelés à communiquer sans délai leur chiffre d'affaires allant de l'exercice 2018 en 2022 en vue de permettre aux services attitrés de calculer et faire la sommation des 0,3% des fonds destinés pour la dotation et la réalisation des projets de développement communautaire, fixe la patronne des mines Antoinette Samba Kalambaye. La signature ce jour des arrêtés interministériels mettant en place des organismes spécialisés sur 12 projets miniers pilotes vers la réalisation des projets d'intérêt communautaire, non seulement au profit des communautés riveraines, des projets miniers, mais aussi de toutes les autres communautés meurtries dignes de cet élan de solidarité nationale. De son côté, le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire Modeste Motinga s'est dit satisfait du processus de réalisation de ce projet qui veut voir les populations locales bénéficier des résultats de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. L'appropriation de revenus miniers en faveur de la population en République démocratique du Congo est une initiative du président de la République. Il y a de cela 5 mois que la ministre des Mines et celui des Affaires sociales et Action humanitaire ont signé l'arrêté interministériel portant approbation du manuel de procédure de gestion de la dotation de 0,3% des chiffres d'affaires pour la contribution au projet de développement communautaire dans le secteur minier. La problématique relative à la mobilité de personnes et de biens dans la ville de Kinshasa devient de plus en plus préoccupante pour le gouvernement congolais. C'est ainsi que le ministre de Finances Nicolas Kazadi a présidé, c'était le jeudi 19 mai 2022, une réunion de soutien au démarrage imminent du projet de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa, Métrokin, Jules Boulembi. Cette cérémonie d'une importance capitale a eu lieu en présence de Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kainda, du ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribert Okende, du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Ngobila, du directeur général du BESECO, directeur général de la SCPT, Martin Lukusa, et du directeur général des Métrokin. Pour le ministre des Finances, il s'agit d'une étape importante car la ville de Kinshasa, disposant aujourd'hui de plus de 15 millions d'habitants, a besoin de solutions innovantes et surtout durables concernant le secteur des transports. Pour améliorer les systèmes de transport en commun, les autorités urbaines ont opté, sur base d'un plan directeur de la ville, de réhabiliter et de moderniser les réseaux ferroviaires en vue de répondre efficacement aux attentes des Kinois qui poireautent les riz à l'attente de moyens de transport en commun. À l'évidence, ces projets visent à doter la ville de Kinshasa d'un train urbain moderne pour un transport de masse, faciliter rapidement la circulation de plusieurs personnes en un temps record. C'est pourquoi les différentes parties prenantes ont créé la société Métrokin pour gérer ces projets avec rationalité. Les projets du train urbain visent dans sa globalité à exploiter 300 km de voies ferrées pour toute la ville de Kinshasa pour une durée de 24 mois en 4 phases, dont la première qui va de la gare centrale à l'aéroport international d'Njili pour 25 km. La deuxième phase concerne la plaine le long de grands acteurs de Kinshasa, 75 km. La troisième qui est une ligne périphérique autour de Kinshasa, 90 km. Et la dernière qui ira de l'aéroport international d'Njili à la commune de Maluku, 80 km. Dans le cadre du lancement du projet, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de Métrokin la somme de 20 millions de dollars à travers le BESECO afin de financer les activités préalables devant faciliter la bonne mise en œuvre du projet Métrokin. Très satisfait de ce projet, le ministre des Finances a félicité les initiateurs et a précisé que le président de la République suit avec gros intérêt l'évolution considérant les changements sous divers domaines qu'ils vont apporter dans les vécus de la population. La réaction du ministre des Finances est d'autant de certitude de réussite du projet et de son impact. Nicolas est au micro de Jules Boulembi et Yves Eloaloa. Je voudrais moi aussi exprimer ma satisfaction d'arriver à cette étape de ce projet que j'ai commencé à suivre même avant d'arriver à mes fonctions de ministre des Finances. Et je voudrais commencer d'abord par féliciter
les porteurs du projet. Nous avions eu plus de 5000 km de chemin de fer. Aujourd'hui, il y a moins de 1000 km qui sont opérationnels. Ça dit tout. Et donc, après avoir bouffé plus de 4000 km de chemin de fer, en les rendant non opérationnels, nous allons, si vraiment nous continuons sur cet élan, nous allons être le premier gouvernement qui, sous la conduite du chef de l'État, arrive à poser au moins 1 kilomètre, ne serait-ce qu'un mètre, comme a dit le gouverneur. C'est presque un miracle dans le contexte congolais, et je pense que c'est un devoir pour nous, et c'est un changement significatif qui va donner le signal qu'effectivement nous sommes engagés pour faire les choses selon la mission que le Créateur nous a donnée en nous appelant à ces fonctions que nous occupons. Les plus hautes autorités du pays suivent ce projet avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, vu le changement qu'il va apporter dans la ville et dans le pays. Et donc nous le faisons vraiment de manière déterminée. Je crois que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un exemple qui devrait être dupliqué dans d'autres types de projets. Et si nous nous y mettons tous comme il se doit, nous allons apporter cette différence par la qualité de la mise en œuvre de cette étape, par la transparence que cela va apporter et par la satisfaction de toutes les autres parties prenantes. Et j'espère que dans les prochains jours, on aura ce travail démarré et dans les prochains mois, on aura le plus grand travail, celui de tous ces ouvrages qui nous ont été présentés, en train d'être mis en œuvre. C'est exactement dans 4 jours qu'est prévu les épreuves des examens d'État. Les finalistes du secondaire à ces épreuves à l'Institut Ntolani dans la commune de Barumbu et au complexe scolaire Kimvula dans la commune de Kintambo s'y attellent déjà. Un reportage de Chomen Kassiama. La hors-session de l'examen d'État est prévue pour ce lundi 23 mai. À Kinshasa, les responsables des écoles se préparent en conséquence pour que ces épreuves nationales se déroulent dans de bonnes conditions. David Kindombi, préfet du complexe Kimvula, explique les difficultés rencontrées dans l'encadrement des élèves et le paiement des frais par les parents retardataires. En principe, au jour d'aujourd'hui, le délai qui était prévu, c'est le 13 mai, date à laquelle il fallait la limite de paiement de ces frais. Mais il y en a encore pas de tortue. Et ne connaissant pas la situation de chaque parent, mais du moins nous les avons avertis et de plus nous avons appelé une réunion avec les parents juste le mois passé, au cours de laquelle nous leur avons tenu informés qu'il y a des acteurs liés à l'examen d'État et à la réussite des enfants. Le préfet de l'Institut Ntolani, Kiangani Kingi, se dit confiant. Pour lui, la réussite est certaine, puisque les élèves se préparent chaque jour. Pour que les élèves soient à l'aise, il aurait fallu que ceux-ci aient suivi les enseignements de façon correcte et de façon sérieuse. Le programme prévoit un minimum de 8 dissertations rédigées par ces gosses en classe terminale. S'ils l'ont fait ou s'ils ont avoisiné le seuil prévu, je ne pense pas qu'ils soient paniqués parce que c'est dans 3 jours que l'épreuve va avoir lieu. Donc c'est un problème de formation, d'encadrement et du sérieux dans ce travail d'encadrement. Les frais sont fixés par l'État, c'est sans négociation ni dérogation. C'est connu, cette année on a répondu le frais de l'année dernière. Rappelons que bon nombre des parents avaient misé sur la gratuité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Autre chose à présent, les élèves de l'Institut Notre-Dame de la Sagesse au total, se sont imprégnés de réalités cachées de la production à la télévision et ce, grâce à leur visite guidée facilitée par les autorités de Canal King Télévision. Jean Pinjonji. La dernière activité parascolaire de l'école catholique Notre-Dame de la Sagesse en Djili pour l'année scolaire 2021-2022 a été vécue dans les installations de Canal King Télévision à travers une visite guidée qui a vu 100 élèves des classes de 4e, 5e et 6e primaire s'imprégner des réalités techniques de la production des émissions télévisées. Les écoliers guidés par le chef d'antenne de Canal King Télévision, Gimpoutou, à leur arrivée, ont presque co-animé la tranche King Matin
avec Laurent Fabrice Balsomi. Une grosse satisfaction et un bonus. Ici à Canal Kin, vous accueillez tout le monde, vous êtes très gentils. Il y a des gens qui sont en train de discuter, il y a des micros, tout plein de choses, c'est que je ne connais pas. Oui, j'ai vu tout ce qu'on était venu nous visiter, c'était bien. J'ai apprécié, c'est bien, j'ai apprécié tout. J'ai vu des caméras, des télévisions, plusieurs choses. J'ai vu les télévisions, les caméras, les journalistes, c'est bien. C'est très bien. Régie d'antenne, box NTIC, salle de montage, les élèves ont pénétré les mystères de la télévision. Pour eux, une expérience à rééditer. La coordination de l'école s'est félicitée du déroulement des activités à Canal Kin Télévision et elle est convaincue que les élèves ont été suffisamment édifiés et leurs horizons ont reçu des nouvelles pistes. Ces passages à Canal Kin va à coup sûr transformer au quotidien leur perception du travail à la télévision. Propos recueillis par Tony Binda et Pichu Kizaza. Nous sommes passés à Canal Kin Télévision en 2019. C'était à l'occasion des journées portes ouvertes, à l'occasion des 25 ans de Canal Kin Télévision. Nous étions très bien accueillis. C'est pourquoi, cette fois-ci, dans le cadre de la leçon sur les moyens de communication modernes, nous avons bien voulu revenir encore à Canal Kin Télévision, qui nous avait bien accueillis en 2011, pour que les enfants comprennent et qu'ils sachent comment les images quittent les studios pour nous arriver jusqu'à la maison. Oui, les élèves sont très satisfaits. Vous avez vu d'ailleurs comment ils ont déclamé avec enthousiasme sur le plateau. Il vient de totaliser 100 ans d'âge, soit un siècle. Lui, c'est le caporal Kounyoukou. Il a combattu à la Deuxième Guerre mondiale de 40-45. À l'occasion de ses 100 ans, il a tenu un point de presse ce vendredi 20 mai au Palais du Peuple. Le reportage de Mario Ambongo, Pichu Kizaza, encore une fois de plus. D'un pas lent, mais ferme et droit dans ses bottes, vêtu de son uniforme datant de la Seconde Guerre mondiale, ce brave soldat qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale a traversé le temps et quelques générations. Le caporal Kyuku, à part quelques problèmes de vision, se porte à merveille, avec une mémoire presque intacte, la précision dans ses propos. Il a échangé pendant quelques heures avec la presse, sous la supervision du professeur Adolphe Voto, le réalisateur du film L'ombre des oubliés, dont le caporal a participé au tournage. Face aux journalistes, le caporal Albert Kyuku a parlé de son histoire, de son combat pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi la place qu'il occupe au sein de la société. Est-il content du traitement de la République à son égard? Ou encore a-t-il des regrets à formuler aux autorités? Le caporal Kyuku a ouvert son cœur, celui d'un héros, celui d'un Africain parti se battre pour une cause que les politiques appellent la guerre mondiale, dont plusieurs de ses amis ont laissé la vie. Lui a cette chance d'être vivant aujourd'hui. Le 20 mai, il totalise 100 ans, jour de son anniversaire, le début d'une série d'activités qui commence ici en République démocratique du Congo. Na 46 de 43-46 akipaka biso moke na makambo mosusu me makambo mosusu akipaka biso te mposa na ngai ayeba mpasi ya bana na ngai ayeba mpasi ya kolia na ngai ayeba mpasi ya kotambola na ngai ayeba mpe mpasi ya famille na ngai arme nakozala conseiller na ndenge nini parce que ngai bakiza kokipe ngai te abi oui toza na bantu mingi te oyo basali lokola ndenge bino basali yo il faut osala conseiller. Les activités pour lui rendre hommage, pour commémorer ses 100 ans d'âge, son un siècle d'âge, commencent aujourd'hui avec cette conférence de presse. Et le soir, on ira dans son quartier, dans sa paroisse pour un culte d'action de grâce. Et demain, ça sera de grandes activités ici. Nous remercions l'Assemblée nationale qui a bien voulu accueillir cette manifestation. Donc demain à 10h, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, à partir de la place de la gare centrale pour une marche de santé, comme vous l'avez vu, comment le caporal est entré ici.
Quand nous avons commencé cette organisation, les gens nous posaient la question, il a 100 ans, est-ce que vraiment qu'il a 100 ans? Mais oui, qu'il a 100 ans, les documents les testent. J'ai vu encore du secrétariat général des anciens combattants, ou le secrétaire général des anciens combattants a sorti les archives qui attestent qu'il est né en 1922. Parlons infrastructure à présent, c'était une journée chargée pour le ministre des ITP, Alexis Guissaro, ensemble avec la délégation des entreprises sous sa tutelle, OVD BTC, une ronde d'inspection de travaux en exécution consacrée à la réhabilitation des quelques artères de la ville de Kinshasa, et ce principalement dans les cadres de l'opération Zéro Trou initiée par le Premier ministre. Suivant. Cette ronde effectuée par le ministre des ITP Alexis Guissaro a débuté sur l'avenue Victoire où les travaux de réhabilitation de cette avenue en béton armé se font avec un grand succès. Après l'avenue Victoire, le numéro 1 des ITP avec toute sa délégation se sont dirigés à Ngiringiri sur la direction Chabalandou. Les travaux de réhabilitation de cette chaussée en enrobé et en béton armé sont exécutés sans embâge. Toute la délégation a aussi visité l'évolution de travaux de construction des caniveaux au croisement Capella-Kimwenza dans la commune de Kalamou. Sur Bypass, Alexis Guissaro a salué l'avancement de travaux des réhabilitations de la chaussée au virage Biangala. En outre, les travaux de grandes envergures s'exécutent également à Matete au quartier Ngilima. Un dallo à double ouverture de 21 mètres de long, 7,30 mètres de large et d'une hauteur de 4,30 mètres est construit par l'entreprise Sokeriko. Zéro Trou est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les embouteillages, tel que voulu, tel que souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui avait intimé l'ordre au gouvernement de trouver des solutions quant à ce. Et donc, nous avions identifié certaines artères dans Kinshasa dont l'état était assez préoccupant. Il y avait beaucoup de dégradations qui ralentissaient la fluidité du trafic. Alors, nous avions, et je tiens à le rappeler, c'est que ce projet est un projet qui est une ambition pour le gouvernement de pouvoir résoudre tous les problèmes de nid de poule dans la ville de Kinshasa. Signalons que le ministre avec sa délégation ont aussi visité le travaux à l'entrée Njili et sur l'avenue Kassavubu au Grand Marché. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final dans ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme des Canal King Télévision. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.